Si je gagne cette partie, vous m'adoptez, déclara la petite fille, sa voix à peine un murmure, mais tranchante comme du verre brisé dans le silence opulent de la salle de bal. Les rires des invités, vêtus de haute couture, s'étouffèrent instantanément, laissant place à une stupeur collective. Avant de continuer, s'il vous plaît, commentez depuis quelle ville vous regardez. La scène se déroulait sous les lustres en cristal de baccarat de l'hôtel Ritz, Las Vendôme, où l'air lui-même semblait valoir une fortune. Des colonnes de marbre s'élevaient vers des plafonds peints et chaque reflet sur le sol poli était un témoignage de richesse incommensurable. Au milieu de cette perfection immaculée se tenait Manon, 8 ans, une anomalie vivante. Ses vêtements étaient des haillons, son visage était barbouillé de suie et ses pieds nus contrastaient douloureusement avec la froide élégance du marbre, une tache d'encre sur une page d'ivoire. Au centre de l'attention se trouvait Alexandre de la Roche, le magnat de l'industrie du luxe dont le costume valait plus que ce que la fillette verrait en 1000 vies. Son regard, d'abord amusé par l'interruption, se durcit. À ses côtés, sa fiancée, Camille, la foudroya du regard, son visage une sculpture parfaite de dégoût parisien. Un murmure parcourut l'élite assemblée pour la finale du plus prestigieux tournoi d'échecs d'Europe. Qui avait laissé cette chose entrer? L'audace de l'enfant n'était pas seulement une interruption, c'était une insulte à leur monde hermétique. L'odeur beurrée des petits fours, une torture délicieuse pour un estomac vide depuis 2 jours, fut ce qui poussa Manon à quitter l'ombre protectrice des lourds rideaux de velours. Poussée par une faim primale, elle se glissa hors de sa cachette, ses yeux immenses balayant la salle, non pas pour admirer l'or et le cristal, mais pour localiser la source de ce parfum céleste. Chaque pas silencieux sur le marbre froid était un risque calculé, une intrusion dans un univers qui n'était pas conçu pour elle. Sa progression fut brutalement interrompue par une main ferme sur son épaule. Un garde de sécurité, un colosse en costume sombre, dont le visage était une muraille d'impassibilité, se pencha vers elle. Sa voix était un grondement contenu, conçu pour ne pas perturber l'harmonie de la soirée. « Circulez, petite, cet endroit n'est pas pour vous. » Il commença à la guider fermement vers une porte de service, traitant sa présence comme on enlèverait une tache sur un tapis précieux. C'est alors qu'une voix glaciale, plus coupante que le vent d'hiver sur la Seine, trancha l'air. « Mais retirez-moi cette chose, elle va salir le marbre !» Camille, la fiancée d'Alexandre, se tenait là, un verre de champagne à la main, son expression un masque de répulsion parfaite. Un murmure parcourut l'élite assemblée pour la finale du plus prestigieux tournoi d'échecs d'Europe. Qui avait laissé cette chose entrer? L'audace de l'enfant n'était pas seulement une interruption, c'était une insulte à leur monde hermétique. L'odeur beurrée des petits fours, une torture délicieuse pour un estomac vide depuis 2 jours, fut ce qui poussa Manon à quitter l'ombre protectrice des lourds rideaux de velours. Poussée par une faim primale, elle se glissa hors de sa cachette, ses yeux immenses balayant la salle, non pas pour admirer l'or et le cristal, mais pour localiser la source de ce parfum céleste. Chaque pas silencieux sur le marbre froid était un risque calculé, une intrusion dans un univers qui n'était pas conçu pour elle. Sa progression fut brutalement interrompue par une main ferme sur son épaule. Un garde de sécurité, un colosse en costume sombre, dont le visage était une muraille d'impassibilité, se pencha vers elle. Sa voix était un grondement contenu, conçu pour ne pas perturber l'harmonie de la soirée. « Circulez, petite, cet endroit n'est pas pour vous. » Il commença à la guider fermement vers une porte de service, traitant sa présence comme on enlèverait une tache sur un tapis précieux. C'est alors qu'une voix glaciale, plus coupante que le vent d'hiver sur la Seine, trancha l'air. « Mais retirez-moi cette chose, elle va salir le marbre !» Camille, la fiancée d'Alexandre, se tenait là, un verre de champagne à la main, son expression un masque de répulsion parfaite. Un mot « chose » flotta dans l'air, déshumanisant, et un frisson de dégoût collectif parcourut les invités les plus proches, qui s'écartaient de Manon comme si elle était porteuse d'une maladie. L'incident, d'abord discret, devint instantanément le centre de l'attention.
Tous les regards, durs comme des diamants, convergèrent sur la silhouette fragile de la fillette. Le murmure des conversations s'éteignit, remplacé par un silence accusateur encore plus assourdissant que le bruit. Manon se sentit à la fois invisible et cruellement exposée, un grain de poussière sous le microscope d'une société qu'il avait déjà jugée et condamnée. Depuis sa place d'honneur, Alexandre de la Roche observait la scène avec un fin sourire aux lèvres. Loin d'être irrité par cette interruption, il s'en amusait. C'était un divertissement inattendu, une rupture dans la monotonie prévisible de ses soirées de gala. Il laissa la tension monter, curieux de voir comment cette petite souris prise au piège réagirait face au lion. Il n'intervint pas, savourant le pouvoir silencieux de celui qui peut mettre fin au spectacle, mais choisit de ne pas le faire. Encouragé par le dédain affiché de Camille, le directeur du tournoi, un homme au port altier et au ton pédant, s'avança. Il ajusta son nœud papillon et tosa Manon de toute sa hauteur. « Que fait cet enfant ici » demanda-t-il à personne en particulier, mais sa question résonna comme une accusation. « C'est une soirée privée, pas une cour des miracles. Expliquez votre présence, immédiatement !» Manon leva les yeux, non pas vers le directeur, mais vers l'immense écran retransmettant la partie d'échecs. Ignorant la menace, elle répondit d'une voix qui, bien que basse, était d'une clarté surprenante et dépourvue de toute supplique. « Votre joueur, il va perdre. Il n'a pas vu la séquence en 6 coups. Il est trop concentré sur la défense de sa tour. » Un éclat de rire méprisant fusa des lèvres de Camille. Le directeur, lui, sembla personnellement insulté par une telle audace. « Toi, petite miséreuse, tu crois en savoir plus qu'un futur grand maître issu des meilleures classes préparatoires de France ?» ricana-t-il, sa voix dégoulinante de sarcasme. « Retourne dans la rue d'où tu viens et laisse les gens intelligents discuter de choses que tu ne pourras jamais comprendre. » C'est à ce moment précis qu'Alexandre décida que le jeu était devenu suffisamment intéressant pour qu'il y prenne part. Il se leva lentement et son simple mouvement suffit à capter l'attention de toute la salle. Il ne regardait pas le directeur ou sa fiancée, mais fixait Manon avec une lueur de prédateur dans les yeux. Il allait transformer cette humiliation en un spectacle grandiose, une expérience dont toute l'élite parisienne se souviendrait. La tension était à son comble, suspendue à ses prochains mots. Avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux, Alexandre fit un geste ample vers l'échiquier. « Puisque vous prétendez en savoir tant, prouvez-le. » Sa voix résonna, chargée d'une cruauté théâtrale. Il se pencha vers elle, son parfum coûteux contrastant avec l'odeur de la rue qui émanait de la fillette. Le jeune homme est sur le point de perdre. Si vous, petite souris, parvenez à gagner cette partie impossible, je ne vous donnerai pas 1 million d'euros. Je vous adopte. Une vague de rire cruel et sophistiqué déferla sur la salle de bal. C'était plus qu'une moquerie, c'était un spectacle, la blague de l'année pour l'élite parisienne. Camille laissa échapper un petit rire cristallin, un son aussi beau que venimeux, ravi de voir l'humiliation publique de cette intruse. L'idée même était une absurdité délicieuse, une histoire qu'ils raconteraient pendant des mois lors de leur dîner mondain. Sans un mot, ignorant le mur de mépris qui l'entourait, Manon s'approcha de la table. Le fauteuil en cuir était si grand qu'elle semblait disparaître dedans. Ses petits doigts sales, tremblant non pas de peur mais d'une concentration intense, se posèrent sur un pion. Elle ne regarda ni Alexandre, ni la foule, ni son adversaire déconcerté. Ses yeux étaient fixés sur les 64 cases, un univers entier où elle était reine. Elle ne choisit pas une défense passive pour protéger la tour menacée. Au lieu de cela, elle lança une audacieuse défense sicilienne variante Najdorf, une ouverture agressive et complexe que même les grands maîtres hésitaient à jouer dans des situations aussi critiques. Son premier coup n'était pas une parade, c'était une déclaration de guerre. « Une erreur de débutante, elle expose son roi », s'exclama le directeur du tournoi, suffisamment fort pour que tous l'entendent. Les commentateurs experts, retransmis sur l'écran géant, acquiescèrent, parlant de panique et d'une lecture erronée de la position. Pour eux, la partie était déjà terminée. L'enfant avait craqué sous la pression, confirmant leur jugement initial. Mais là où ils voyaient une faille, Manon voyait une autoroute.
Elle avait analysé que l'attaque roi indien de son adversaire était prématurée, ses pièces trop étendues. Il avait construit une forteresse magnifique, mais ses fondations étaient de sable. Chaque ricanement dans la salle ne faisait que renforcer sa détermination silencieuse. Elle ne jouait pas contre le garçon en face d'elle, elle jouait contre la salle entière. Puis, le coup qui figea le temps. Après une série de mouvements rapides et déroutants, Manon avança sa dame, la pièce la plus puissante, et la laissa délibérément en prise, vulnérable à une capture évidente. Un sacrifice de dame, un murmure d'incrédulité parcourut l'assemblée. C'était soit le coup d'un génie absolu, soit la folie d'une enfant qui ne connaissait pas les règles. « C'est fini », murmura Camille à l'oreille d'Alexandre, son ton dégoulinant de triomphe. Le directeur du tournoi souriait, savourant déjà le moment où il ferait escorter cette nuisance hors de son événement prestigieux. La victoire de l'ordre établi semblait totale et inévitable. Mais le visage d'Alexandre n'était plus amusé, il était blême. Lui, l'ancien prodige, avait reconnu la structure, le piège diabolique caché sous l'apparente erreur. Ce n'était pas une gaffe, c'était une cellada, une embuscade d'une complexité théorique qu'il n'avait vue que dans les livres des plus grands champions du monde. Il sentit une goutte de sueur froide perler sur sa tempe. Le piège s'était refermé. En capturant la dame, l'adversaire de Manon avait involontairement signé son propre arrêt de mort. Ces pièces autrefois menaçantes étaient maintenant désespérément mal placées, forcées dans une danse macabre orchestrée par la fillette. Chaque pièce que le jeune prodige bougeait pour tenter de s'échapper ne faisait que le condamner davantage, le rapprochant du précipice. Le visage du jeune joueur se décomposa. La confiance arrogante s'était évaporée, remplacée par une panique pure. Ses yeux passaient de l'échiquier au visage impassible de Manon, cherchant une issue qui n'existait pas. Finalement, alors que la salle retenait son souffle, il laissa échapper un souffle rauque, un aveu de défaite totale. C'est un mat forcé en 8 coups. D'une main tremblante, il renversa son propre roi sur l'échiquier. Le silence qui s'abattit sur le Ritz n'était pas un vide. C'était le son assourdissant d'un monde entier qui venait de basculer. Les rires, le mépris, la certitude arrogante de l'élite parisienne, tout s'était évaporé, remplacé par une stupeur glaciale. Au centre de ce silence, une petite fille en haillons venait de mettre en échec bien plus qu'un roi d'ivoire. Le roi d'ivoire tomba avec un cliquetis discret qui résonna dans le silence comme un coup de canon. Ce ne fut pas un vide, mais une absence de son si dense qu'elle semblait avoir un poids, écrasant les murmures arrogants et les rires condescendants sous une chape de plomb. Le temps lui-même parut se suspendre, figé par l'audace de l'impossible. Une onde de choc invisible parcourut l'assemblée. Les coupes de champagne s'immobilisèrent à mi-chemin des lèvres. Les sourires polis se figèrent en masques grotesques de stupéfaction. Chaque visage dans cette mer d'opulence se tourna, comme un seul être, non pas vers l'échiquier, mais vers la silhouette minuscule et débraillée qui avait orchestré ce miracle improbable. Le visage de Camille, auparavant une sculpture de mépris parfait, se fissura. L'incrédulité la frappa d'abord, suivie par une vague de confusion, puis par la marée montante d'une humiliation cuisante. Son ricanement s'était mué en un rictus horrifié. Elle venait de voir son univers, régi par les apparences et le pédigree, être anéanti par une enfant des rues. Quant au directeur du tournoi, son assurance s'évapora comme la rosée du matin sous un soleil de plomb. Son teint devint cireux, ses yeux s'écarquillèrent, refusant de croire la séquence de coups qu'affichait l'écran géant. Son monde, fondé sur les diplômes, les titres et les classes préparatoires, venait de s'effondrer. Il n'était plus un arbitre de l'excellence, mais le bouffon de sa propre farce. Le regard de la foule changea de nature. Ce n'était plus le regard que l'on pose sur un insecte à écraser, mais celui que l'on réserve à un phénomène surnaturel. La pitié et le dégoût avaient cédé la place à une admiration mêlée de crainte. Manon n'était plus une chose qui salissait le marbre, elle était une force de la nature qui venait de remodeler leur réalité. Le regard de la foule changea de nature. Ce n'était plus le regard que l'on pose sur un insecte à écraser, mais celui que l'on réserve à un phénomène surnaturel. La pitié et le dégoût avaient cédé la place à une admiration mêlée de crainte.
Manon n'était plus une chose qui salissait le marbre, elle était une force de la nature qui venait de remodeler leur réalité. Alexandre de la Roche, lui, ne bougeait pas. Son corps était immobile, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Il avait reconnu la Cellada. Pas dans un livre, pas dans une analyse théorique, mais dans sa forme la plus pure et la plus brutale. C'était une exécution d'une beauté mathématique si parfaite qu'elle frisait le divin. Puis vint l'épiphanie, une révélation foudroyante qui le frappa au plus profond de son âme. En regardant Manon, il ne vit plus une orpheline. Il se vit lui-même, à 8 ans, ce jeune prodige consumé par le feu sacré du jeu, avant que la peur de l'échec et l'attrait de la fortune ne l'éteignent jamais. Il vit le génie qu'il avait trahi, le potentiel qu'il avait sacrifié sur l'autel du matérialisme. Chaque lustre de baccarat, chaque costume sur mesure, chaque acquisition d'entreprise lui apparut soudain comme une brique dans la prison dorée qu'il s'était construite pour oublier qui il était vraiment. Cet enfant était son miroir, et le reflet était insoutenable. Cette solitude, qu'il masquait par des fêtes grandioses et des fiançailles stratégiques, lui apparut dans toute sa nudité. Il comprit que sa fortune n'avait fait que isoler son cœur. Manon n'était pas la solution à un pari, elle était la solution à sa vie, le but qui lui avait toujours manqué. Le directeur du tournoi, tentant désespérément de reprendre le contrôle, s'éclaircit la gorge. Un coup de chance, sans doute, une anomalie statistique, l'événement doit continuer. Ces mots flottaient dans le silence, pitoyables et vides de toute autorité. Alexandre se redressa lentement. Le prédateur amusé avait disparu, remplacé par un homme dont le regard brûlait d'une conviction nouvelle. Sa voix, lorsqu'il parla, était calme mais chargée d'une autorité implacable qui fit taire le directeur sur le champ. « Silence », ordonna-t-il, le mot seul suffisant à glacer l'atmosphère. Il se tourna vers l'homme au nœud papillon, son regard le clouant sur place. « Vous parliez de l'intelligence, monsieur le directeur. Vous la mesuriez en diplôme et en prestige. Vous vous trompiez. Vous étiez face à elle et votre arrogance vous a rendu aveugle. » En poursuivant avec une cruauté chirurgicale, il poursuivit. « Vous l'avez appelée une petite miséreuse incapable de comprendre, mais c'est vous qui n'avez rien compris. Vous n'avez pas vu la séquence en 6 coups, vous n'avez pas vu le sacrifice de dames, vous n'avez vu que des haillons. » Son regard balaya alors l'ensemble de la salle, impliquant chaque invité dans sa condamnation. Nous tous, nous avons jugé un génie à sa couverture de suie. Nous avons préféré le confort de nos préjugés à l'évidence de son éclat. Notre honte ce soir est aussi grande que son talent. Puis, ignorant la salle entière, Alexandre s'avança vers l'échiquier. Il ne marcha pas, il glissa sur le marbre avec une détermination nouvelle, chaque pas le rapprochant de sa rédemption. Il s'arrêta à côté du fauteuil en cuir où Manon était assise, toujours impassible. Il posa une main sur son épaule, un geste à la fois protecteur et solennel. Puis, il se tourna vers l'assemblée pétrifiée et déclara d'une voix qui ne laissait place à aucune contestation. « Cette enfant n'est plus une intruse, elle n'est plus invisible. » Le regard de Camille était un mélange de fureur et de défaite. Elle comprenait qu'elle ne venait pas de perdre une partie d'échec par procuration. Elle venait de perdre Alexandre, son statut, son avenir, tout cela anéanti par une vérité qu'elle ne pourrait jamais accepter. Alexandre de la Roche se pencha légèrement vers la fillette, sa voix s'adoucissant pour elle seule, mais ses mots résonnant pour l'éternité dans la mémoire de tous les témoins. « Mon offre tient toujours, chaque mot, mais ce n'est plus un pari. C'est une promesse. » Alexandre guida Manon loin du fracas de la salle de bal, sa main protectrice posée sur sa petite épaule comme un bouclier contre les murmures et les flashs crépitants des téléphones. Ils traversèrent des couloirs feutrés où le seul son était le froissement de son costume Armani et le silence des pas nus de la fillette sur l'épaisse moquette. Il l'emmena non pas dans un bureau, mais dans sa suite privée, un sanctuaire suspendu au-dessus de Paris. La porte se referma derrière eux, coupant net le monde extérieur. Le silence qui s'installa était profond, presque assourdissant après le chaos. La suite était un chef-d'œuvre de luxe discret, des boiseries sombres, un feu crépitant dans une cheminée de marbre et une baie vitrée offrant une vue imprenable sur la place Vendôme scintillante. C'était un monde conçu pour le pouvoir et la solitude. Manon ne semblait ni intimidée ni impressionnée.
Elle se tenait au milieu de la pièce, une petite statue de défi silencieux, ses yeux immenses balayant la pièce, non pas avec l'émerveillement d'une enfant, mais avec la curiosité analytique d'un stratège évaluant un nouveau terrain. Elle n'était pas une invitée, elle était une variable inattendue dans une équation bien ordonnée. Pour Alexandre, ce silence était un miroir. Chaque objet de valeur dans cette pièce, chaque succès qu'il avait accumulé, lui paraissait soudain creux, vide de sens. En regardant cet enfant, il ne voyait plus un simple prodige des échecs, mais le fantôme de sa propre enfance sacrifiée, une intelligence brûlante qu'il avait laissé s'éteindre au profit de la richesse. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, se sentant soudain maladroit, désarmé. Il défit le nœud de sa cravate comme si elle l'étouffait, puis s'agenouilla lentement pour se mettre à son niveau. Pour la première fois de la soirée, il ne la regardait pas de haut. Leurs yeux étaient sur la même ligne. Sa voix, débarrassée de toute arrogance, n'était plus qu'un murmure. « Manon, qu'est-ce que tu veux? Vraiment ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard intense le sonda, cherchant au-delà des mots, au-delà du costume et de la fortune. Elle cherchait la faille, la sincérité, la vérité derrière le pari spectaculaire. Ses yeux n'étaient pas ceux d'une enfant de 8 ans, ils portaient la lassitude de 1000 vies vécues dans le froid et l'indifférence. Croyant que son silence venait du choc ou de l'incrédulité, Alexandre retomba dans ses vieux réflexes. Il commença à énumérer des promesses matérielles, des choses tangibles qu'il pouvait acheter. Les meilleures écoles de Suisse, un appartement avec vue sur la Tour Eiffel, des robes de haute couture, tous les jouets du monde, dis-moi seulement ce que tu désires, tout est possible. Elle l'interrompit d'un simple, presque imperceptible hochement de tête négatif. Le mouvement était si léger qu'il aurait pu passer inaperçu, mais il portait le poids d'un veto irrévocable. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et sa voix, claire et sans la moindre trace de supplique, trancha le silence de la suite. « Je ne veux pas de vos millions, monsieur, dit-elle calmement. Je ne veux pas de robe, ni de château. J'ai vu comment les gens regardent les choses qu'ils possèdent. Ils finissent toujours par les jeter ou les oublier. » Elle marqua une pause, et ses prochains mots frappèrent Alexandre en plein cœur. « Je veux quelqu'un qui ne partira pas quand la partie sera finie. » La phrase explosa dans le silence. Ce n'était pas une demande, c'était une révélation brutale. Elle n'avait pas demandé une maison, mais un foyer. Pas un tuteur, mais une ancre. Elle avait décelé le vide existentiel d'Alexandre et lui avait offert non pas de le combler avec de l'argent, mais avec une responsabilité, un engagement absolu. Il sentit qu'une fissure se propageait dans la forteresse qu'il avait bâtie autour de son cœur. Cet enfant ne voulait pas de sa fortune, elle voulait de son temps, de sa constance, de son âme. C'était la seule chose qu'il ne pouvait pas déléguer, la seule transaction qu'il ne pouvait pas signer avec un stylo Montblanc. C'était un contrat de vie. Son regard s'embua. Il vit alors clairement, pour la première fois. Il ne s'agissait plus de sauver une enfant prodige, mais de se sauver lui-même de la prison dorée de sa propre vie. Elle lui offrait un but plus grand que n'importe quel conseil d'administration, un héritage plus durable que n'importe quel empire financier. Sa propre voix était rauque d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis décennies. « Je ne partirai pas, Manon, jura-t-il, et les mots avaient le poids d'un serment sacré. Jamais. La partie ne fait que commencer. Notre partie. » Pour la première fois, une lueur d'enfance pure traversa le regard de Manon. Elle ne sourit pas, mais la tension qui raidissait ses épaules depuis si longtemps sembla enfin s'évanouir. Elle fit un minuscule pas en avant et, avec une hésitation infinie, posa sa petite main sale dans la sienne. Dans le silence de la suite du Ritz, loin des échecs et des millions, un pacte bien plus précieux venait d'être scellé, non pas avec de l'encre, mais avec une promesse murmurée. 6 mois plus tard, le marbre froid du Ritz avait été remplacé par le parquet chaleureux d'une bibliothèque privée monumentale. Manon n'était plus une tache de suie sur un fond immaculé. Vêtue d'un simple pull en cachemire et d'un pantalon de toile, ses cheveux autrefois emmêlés étaient désormais coupés en un carré strict qui accentuait l'intensité de son regard. Sa transformation n'était pas celle d'une Cendrillon devenue princesse. C'était celle d'une lame brute qu'on aurait polie pour en révéler le fil d'acier. La scène n'était plus une salle de bal, mais le grand auditorium de l'UNESCO à Paris. L'audience n'était pas composée de socialites désœuvrés, mais des maires des plus grandes métropoles du monde, de philanthropes et des plus éminents sociologues. Ils étaient réunis pour le sommet mondial sur le potentiel humain, un événement financé et organisé par Alexandre. L'enjeu n'était plus un roi d'ivoire, mais le destin de millions d'enfants invisibles.
Dans le public, Alexandre de la Roche n'était plus le prédateur amusé au centre de l'attention. Assis au 3e rang, il était visiblement nerveux, ses mains crispées sur le programme. Son costume, toujours impeccable, ne parvenait pas à masquer la vulnérabilité nouvelle dans ses yeux. Il n'était plus le maître du jeu, il était le spectateur le plus angoissé, un père regardant son enfant affronter le monde. Lorsque Manon monta sur scène, un murmure bienveillant mais condescendant parcourut la salle. Pour beaucoup, elle était la pièce maîtresse d'une opération de communication réussie, la petite miraculée des échecs, une histoire touchante destinée à ouvrir les portefeuilles. Il s'attendait à un discours mignon, appris par cœur, plein de gratitude et de grands mots vides. Le maire de Tokyo, un homme pragmatique, réputé pour son obsession des données et des budgets, prit la parole après la brève introduction de Manon. « Mademoiselle, commença-t-il avec un respect teinté de scepticisme, votre histoire est inspirante. Mais comment comptez-vous appliquer une intuition à une échelle de plusieurs millions de personnes? Les systèmes sociaux nécessitent des métriques, pas des miracles. » Ce fut l'étincelle. Le visage de Manon perdit toute trace d'enfance. Elle se tourna vers l'immense écran derrière elle et sa voix, amplifiée par les micros, emplit l'auditorium d'une autorité glaciale. « Monsieur le maire, vous avez raison, les miracles ne se quantifient pas. C'est pourquoi je n'en propose pas. Je propose un modèle mathématique. » Sur l'écran apparut un diagramme d'une complexité vertigineuse. Ceci est un modèle prédictif basé sur des réseaux de neurones récurrents, entraînés à analyser les données anonymisées des services sociaux, des bibliothèques publiques et des registres d'absentéisme scolaire, expliqua-t-elle. Il ne cherche pas l'échec comme le font nos systèmes actuels. Il cherche les anomalies de brillance, des schémas de curiosité atypiques, une complexité lexicale anormale dans les rapports, des corrélations invisibles à l'œil humain. Elle projeta alors une étude de cas. Voici sujet 734. Absentéisme chronique, note en chute libre, signalé comme un cas à risque. Mais notre algorithme a détecté qu'il empruntait, dans 3 bibliothèques différentes sous des cartes d'empreinte au nom de ses frères, des ouvrages de niveau universitaire sur la topologie et la théorie des cordes. On lui parlait de physique, on lui parlait de délinquance. Un silence de mort s'installa dans la salle. Les experts en data science présents se penchaient en avant, leur visage un mélange de choc et d'incrédulité. Le maire de Tokyo avait le souffle coupé. Ce n'était pas le discours d'une enfant mascotte, c'était la présentation d'une révolution. Une approche si évidente et pourtant si profondément nouvelle qu'elle en était humiliante pour tous les experts qui ne l'avaient jamais envisagée. Manon conclut, son regard balayant chaque visage dans l'audience. Le génie n'est pas rare, il est simplement fragile. Il se cache souvent derrière la faim, la peur ou le chagrin. Ce ne sont pas des points de données que nous cherchons, ce sont des étincelles dans le noir. Notre travail n'est pas de les créer, mais simplement d'arrêter de les éteindre. L'auditorium, après une seconde de silence assourdissant, explosa en une standing ovation qui fit trembler les murs. Des maires, des PDG, des lauréats du prix Nobel se levèrent d'un seul homme, non pas par politesse, mais par une admiration sincère et bouleversée. Ils n'applaudissaient plus une histoire, ils acclamaient une visionnaire. Alexandre de la Roche resta assis, incapable de bouger, alors que des dizaines de personnes se précipitaient vers la scène, non pas pour lui serrer la main, mais pour attendre Manon, pour lui promettre des fonds, des partenariats, un déploiement immédiat de son système dans leur ville. Une seule larme, lente et chaude, traça un sillon sur sa joue. Il n'avait pas simplement adopté une enfant, il avait été adopté par un avenir qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Sa partie la plus importante était enfin gagnée. 10 ans plus tard, la scène n'était plus un échiquier, mais le cercle rouge emblématique d'une conférence TED à Vancouver. La lumière crue des projecteurs se concentrait sur une jeune femme de 20 ans, dont la silhouette élancée dans un tailleur-pantalon sobre dégageait une autorité tranquille. C'était Manon. Les haillons et la suie avaient été remplacés par une confiance polie par les meilleures universités du monde. Mais ses yeux avaient conservé la même intensité, celle d'un esprit qui voyait toujours 6 coups à l'avance. Au premier rang, Alexandre de la Roche n'était plus le magnat cynique du Ritz. Les cheveux grisonnants aux tempes, son regard n'était plus celui d'un prédateur, mais celui d'un père, submergé par une fierté si profonde qu'elle en était presque douloureuse.
Chaque mot de Manon était pour lui la justification de sa vie, la preuve vivante que son pari le plus insensé avait été son investissement le plus rentable, non pas en euros, mais en humanité. Il avait renoncé à un empire pour construire un héritage. Manon commença son discours, sa voix calme et mesurée portant jusqu'au dernier rang de l'auditorium rempli de l'élite mondiale de la technologie et de la pensée. Il y a 12 ans, j'étais une anomalie statistique, une erreur dans le système, dit-elle sans pathos. Mon existence était la preuve que la valeur la plus précieuse de notre civilisation, le potentiel humain, est aussi la ressource que nous gaspillons avec le plus de négligence. Nous construisons des algorithmes pour optimiser les chaînes logistiques, mais nous laissons des génies mourir de faim dans la rue. Elle fit un geste vers l'écran géant derrière elle, où des visages d'enfants du monde entier apparurent. La fondation de la Roche-Manon n'est pas une œuvre de charité, c'est un fonds d'investissement. Nous n'offrons pas la pitié, nous offrons une opportunité. Notre IA, Célada, ne scanne pas les notes scolaires, elle cherche des étincelles dans le noir. Un enfant dans un bidonville de Lagos qui construit des radios avec des débris. Une jeune fille dans un camp de réfugiés syriens qui développe des théories sur la matière noire sur des bouts de carton. L'impact de cette stratégie était devenu une légende. Un jeune Brésilien découvert par Célada dans une favela venait de publier un article révolutionnaire qui avait permis de créer une enzyme capable de dégrader les microplastiques dans les océans. Une autre, une orpheline des montagnes afghanes, avait développé un modèle de culture hydroponique à faible coût qui promettait de mettre fin aux famines dans les régions arides. Ils n'étaient pas des exceptions, ils étaient la preuve que le génie était partout. Manon projeta alors une seule photo, celle d'un garçon de 8 ans, le visage barbouillé, debout devant un mur dans un quartier pauvre de Marseille, couvert d'équations différentielles complexes. Voici Léo. La semaine dernière, les services sociaux s'apprêtaient à le classer comme un cas de délinquance précoce. Notre algorithme a signalé que ces graffitis n'étaient pas du vandalisme, mais la résolution d'un problème mathématique que des professeurs d'université peignaient à résoudre. Quelle est la valeur de Léo? Le silence dans la salle était total. Manon laissa la question en suspens, son regard balayant l'audience des PDG et des visionnaires. Nous passons notre temps à chercher la prochaine innovation disruptive, le prochain game changer. Nous pensons qu'il se trouve dans un laboratoire de la Silicon Valley ou dans une salle de marché à Wall Street. Nous avons tort. Il est assis sur un trottoir, affamé, attendant simplement que quelqu'un regarde au-delà de ses vêtements sales et voit le roi qui se cache à l'intérieur. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Le plus grand risque n'est pas d'investir dans une personne et de perdre. Le plus grand risque est de ne pas investir et de perdre le remède contre le cancer, la solution à la crise climatique ou la prochaine grande symphonie. L'ignorance n'est pas un manque de connaissances, c'est un manque de vision. Alors que la standing ovation commençait à gronder, un tonnerre d'admiration et de prise de conscience, la caméra se resserra sur le visage d'Alexandre. Une larme solitaire traçait un sillon sur sa joue, non de tristesse, mais de gratitude. La voix off du narrateur, grave et solennelle, conclut tandis que Manon quittait la scène. Car le véritable échec et mat, c'est de juger un roi à ses haillons sans voir la brillance de son prochain coup.